Bonsoir à tous, vous écoutez Les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde, et ce soir, l'Égypte ou le chaos perpétuel. Bonsoir Nicolas Truong. Bonsoir Agnès Chauveau. Deux ans après son déclenchement, la révolution égyptienne menace-t-elle d'entraîner le pays dans le chaos ? Depuis le 25 janvier, tout juste 2 ans après les révoltes de la place Tahrir, les affrontements de la rue ont à nouveau embrasé les villes de la région du canal de Suez jusqu'à gagner le Caire. Ni l'état d'urgence, ni le couvre-feu n'ont pu enrayer ce climat de violence qui met à jour l'effondrement possible de l'État, miné par la faillite politique, au bord de l'asphyxie financière. Malgré 2 référendums, une élection présidentielle et une législative, le nouveau pouvoir de Mohamed Morsi paraît incapable d'assurer la transition démocratique et la stabilité politique, économique et sociale du pays. Et sa promesse, cette semaine à Berlin, de parvenir à une saine gouvernance et à un état de droit ne fait plus guère illusion au regard des cris des jeunes révolutionnaires et de l'opposition qui rêvent de renverser dans la rue le verdict des urnes. Mais de quoi ces chaos sont-ils le nom ? Échec d'un président apparatchik, discipliné et candidat de rechange qui n'a pas su s'imposer à son poste, échec des frères musulmans à définir un projet politique et un programme économique, échec d'une constitution islamisante ambiguë sur les libertés et passée en force, échec d'une opposition divisée, et comment en sortir ? Faut-il le départ de Morsi ? Faut-il un gouvernement de salut national ? Faut-il amender la constitution, réviser la loi électorale, et quel rôle peut jouer l'armée ? Reçu quelques heures à Berlin, mercredi 30 janvier, le président Mohamed Morsi s'est voulu rassurant. Le pays est sur le point de parvenir à une saine gouvernance et de devenir un état de droit, a dit le Raïs dans une novlangue politique policée. Mais le propos relève du vœu pieux, pour ne pas dire de la fadaise. Le chef des forces armées était sans doute plus près de la réalité quand il a lancé mardi un cri d'alarme. La crise politique actuelle peut conduire à un effondrement de l'État. Avertissement voilé de la part d'une armée qui n'a pas toujours digéré d'avoir cédé le pouvoir aux civils ? On verra. Mais d'où vient l'embrasement ? Au départ d'une décision de justice perçue comme inique. 21 condamnations à la pendaison de jeunes gens arrêtés l'an passé à Port Saïd lors d'une chasse à l'homme à l'issue d'un match de football qui s'était, elle, soldée par 74 tués. Premier président librement élu dans l'histoire du pays, Mohamed Morsi vient des Frères musulmans, le grand parti islamiste. Adopté par référendum, une nouvelle constitution l'a doté de vastes pouvoirs. Mais il n'a pas su tendre la main à ses opposants laïcs. Méfiant, quasi paranoïa, comme peut-être un homme venu d'une formation hier martyrisée et sortant d'une semi-clandestinité, M. Morsi, dont le programme économique est inexistant, devait ouvrir grand son gouvernement. Il devait rassurer, être un homme d'inclusion, pas d'exclusion. Il n'a pas su ou il n'a pas pu le faire. Il se comporte en frère musulman et pas en homme d'État. Alors comment sortir du chaos égyptien ? Pour en parler avec nous ce soir, Assia Boutaleb, qui est maître de conférences en sciences politiques à Paris 8, et Mahmoud Hussein, le pseudonyme commun de Bargat El Nadi et Adel Rifat, politologue et écrivain égyptien, auteur notamment de Penser le Coran, paru aux éditions Gallimard en 2011. Ils sont tous trois nos invités ce soir. Mais il ne sera pas seulement question ce soir que du chaos égyptien. La vie des idées se penche sur le Mali, tandis que notre tour du monde, en compagnie de Philippe Ricard, correspondant du Monde à Bruxelles, se projette à Strasbourg, où François Hollande prononcera le 5 février un discours solennel devant le Parlement européen qui doit s'atteler au budget de l'Union européenne pour les années 2014 à 2020. C'est lors des funérailles de 33 personnes tuées durant les violences du week-end que Port Saïd s'embrase à nouveau. Des coups de feu d'origine indéterminée sont entendus. La foule, déjà excitée, crie alors sa colère contre Mohamed Morsi. Barricades et jets de pierre se multiplient. La police répond par des tirs de gaz lacrymogène. 6 personnes trouvent la mort, près de 500 sont blessés.
Nous n'avons jamais voulu de Morsi. Nous ne le connaissions pas. Il a gagné la présidentielle par la force. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de lui. Nous revendiquons la chute du régime car il sert seulement les intérêts de son clan et des frères musulmans qui prétendent être religieux. Mais en fait, ils n'ont rien à voir avec la religion et offensent l'islam. Les protestataires reprochent au président égyptien d'avoir trahi l'esprit de la révolution du Nil en s'arrogeant des pouvoirs excessifs. Bonsoir Bargat Enaldi et Adel Rifat. Bonsoir. Bonsoir Assia Boutaleb. Bonsoir. Alors Adel Rifat, depuis le 25 janvier, jour du deuxième anniversaire du déclenchement de la révolution qui entraîna la chute d'Hosni Moubarak, le président égyptien, Mohamed Morsi, qui est président actuellement, est en but aux manifestations d'une colère un peu multiforme, faite de révolutionnaires, de la première heure, de déçus du régime, d'opposants politiques, qui dénoncent la mainmise du pouvoir et de la confrérie des frères musulmans. Alors, Mohamed Morsi a beau déclarer l'état d'urgence, il a beau déclarer le couvre-feu qui a été instauré, la violence ne faiblit pas, elle a gagné le Caire, où samedi soir encore de violents heurts ont existé aux abords du palais présidentiel entre la police et les manifestants. Que signifie cette nouvelle vague de violence et de contestation et comment interprétez-vous cette nouvelle crise ? D'abord avec une immense admiration pour le peuple égyptien, parce que ça fait 2 ans que face à une répression constante, d'abord sous Moubarak, ensuite sous le régime militaire, maintenant avec les frères musulmans au pouvoir, il y a une constance qu'on peut interpréter comme étant de la violence. C'est un peu le mot qui revient de plus en plus souvent, et il y a de la violence. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a le fait que le peuple égyptien, ou du moins une masse critique de plusieurs millions de personnes et de jeunes en particulier, n'ont plus peur. C'est la nouveauté absolue. Il y a quelque chose sur laquelle on n'insiste pas assez dans cette révolution. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? C'est pas le fait que le peuple manifeste ou même se révolte. Tout au long de l'histoire égyptienne, au cours des derniers siècles, il y a eu des révoltes. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui fait que là, on n'arrive plus à comprendre cette constance dans la révolte? C'est le fait que, il y a 2 ans, une masse d'Égyptiens a découvert en descendant dans la rue qu'elle était libre de parler, et en plus la découverte que chacun pouvait parler librement, pouvait dire sa parole et en plus découvrir avec émerveillement qu'il disait les autres en même temps que lui. C'est une extraordinaire découverte qu'a fait le peuple égyptien en comprenant qu'il était enfin le souverain de l'Égypte. Jusque-là, le souverain, c'était toujours soit un sultan, soit un potentat, soit des gens qui s'imposaient comme étant les pères de la nation parlant pour elle. Non, là, désormais, il y a un sentiment foudroyant que les gouvernants sont nos mandataires. On les nomme, ils ne nous plaisent pas, on les renvoie. Ça, c'est une nouveauté absolue dans l'histoire de l'Égypte, et c'est ça qui est le principal moteur de cette effervescence et de cette créativité. Alors, nouveauté révolutionnaire s'il en est, puisque la Révolution française aussi voulait rendre révocables ses élus, ses représentants. Mais Assia Boutaleb, est-ce que vous ne relativiseriez pas cette vision-là, puisque vous écrivez dans des articles, notamment qui sont parus dans les temps modernes ou d'autres qui vont paraître dans des revues de sciences politiques, que finalement, un rapide tour d'horizon des nombreux épisodes contestataires qui ont précédé les derniers événements permet de relativiser, selon vous, l'idée selon laquelle
le peuple égyptien apathique et résigné se serait réveillé en 2011. Vous mentionnez notamment qu'à partir de décembre 2004 apparaît un mouvement qui s'appelle le mouvement Kefaya, et la rue, plus que le campus, redevient alors le lieu par excellence des mobilisations sociales. Kefaya, il faut préciser, ça voulait dire d'une certaine manière ce mouvement. Le slogan c'était « Ça suffit, Moubarak, ça suffit, c'est péché ». En tout cas, c'était un des slogans de ces mouvements. Alors, est-ce que vous considérez que les protestataires d'aujourd'hui disent qu'il faut d'une certaine manière achever, poursuivre la révolution, qu'elle n'est pas terminée, qu'on nous a volé la révolution, comme disent notamment les Black Blocs, ce mouvement un petit peu, on va dire, extrémiste des manifestations, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement la continuité d'un peuple qui est finalement un peuple révolté et assez révolutionnaire dans l'âme ? C'est assez difficile de statuer sur la nature d'un peuple, mais je pense que foncièrement, ce qu'il faut relativiser, c'est effectivement que le peuple égyptien serait apathique, résigné, et que il a certes chassé Moubarak, mais maintenant il va se résigner à un nouveau tyran ou dictateur. Et c'est pas du tout le cas. Et c'est précisément dans le même sens que ce que vient de dire Monsieur Rifat. Il y a eu cette découverte de la critique, de la parole, de la puissance du peuple, et aussi la découverte qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce qu'on voit avec cette violence, ces nouveaux embrasements, c'est véritablement ça, à savoir que le mécontentement non seulement s'exprime, mais que le mécontentement a des effets, et que on redescend dans la rue pour montrer qu'on ne veut plus se laisser imposer quelque chose qu'on refuserait. Par contre, ce qui est tout à fait dans le sens que venait de dire Monsieur Rifat, la grande nouveauté, c'est cette critique, cette propre découverte de sa puissance, mais la nouveauté, c'est également le fait de pouvoir dire on ne veut plus de quelque chose, et il me semble que la nouveauté dans les nouveaux embrasements, c'est le fait que la révolution pacifique, que le pacifisme est de moins en moins le mot d'ordre des manifestants et des révolutionnaires. En effet, il y a eu extrêmement une violence extrême quand même, et on l'a vu encore hier soir. C'est parce que certains disent le pacifisme ne nous a rien apporté. Enfin, pour caricaturer, être pacifique, ça n'a pas empêché que d'autres se sont mis à la tête du pouvoir et ont cherché à confisquer notre révolution. Et il y a certaines déclarations de membres des Black Blocs qui disent on s'est fait tuer pendant deux ans parce qu'effectivement, il y a eu des épisodes de répression, la répression ne s'est jamais tarie, et que maintenant on rendra coup sur coup. Alors, ces manifestants criaient dans la rue, Bargat Enaldi, ces manifestants criaient dans la rue, le peuple demande la chute du régime. C'était le célèbre slogan du temps des manifestations contre Moubarak. Et ils criaient également un dictateur après l'autre, Morsi c'est ton tour. Et là on a vu hier soir, après les manifestations très violentes, les heurts entre les policiers et les manifestants, et notamment le passage à tabac d'un homme nu, traîné, et cette vidéo qui a fait le tour du net et des télévisions égyptiennes. L'opposition laïque, le Front du Salut National, demande le départ du ministre de l'Intérieur et demande également le départ de Mohamed Morsi. C'est donc la fin de cet épisode pour vous? Mais moi, je voulais faire une remarque à propos de la présentation. Vous me permettez de faire des remarques? Allez-y, soyez libre à ce micro. Je trouve qu'utiliser le mot violence maintenant donne une mauvaise impression de ce qui se passe en Égypte. D'autre part, vous avez dit que les gens de la rue essayent de renverser ou de changer le jugement des urnes par le jugement de la rue, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu. Mais tandis que ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire, nous pouvons entrer dans des détails pour dire que les urnes, c'est quoi les urnes? Par exemple, moi, le référendum sur la Constitution, ça a été approuvé par 20% des électeurs, et 30% sont allés aux urnes, tandis que 70% ne sont pas allés, et parmi les 30%, c'est 20%. On peut discuter de ça, et le peuple égyptien est au courant de tout ça. Moi, je veux dire que ce qui se passe en Égypte maintenant, comme disait Adel, comme disait Asia, c'est une révolte. Une révolte contre un président qui a perdu le respect de son peuple. Et pourquoi Morsi a perdu le respect de son peuple? Il y a plusieurs épisodes, mais le dernier, c'est l'épisode de Port Saïd. Bon, ce président savait qu'il y avait un problème. Les ultras de Al-Ahli, du club Al-Ahli, le club du Caire, sont allés
à Port Saïd pour un match de foot. Ils ont été attaqués et 70 ou même 100 personnes ont été tuées parmi eux. Il y a eu un procès. Et dans ce procès, il y avait des gens qui étaient accusés, des gens de Port Saïd. Tout le monde savait que c'était un vrai problème politique. C'est-à-dire, si le tribunal condamne ces accusés, Port Saïd va s'embraser. Et si le tribunal acquitte ces gens-là, comme ils font d'habitude, le Caire va s'embraser. Alors, il y avait un problème politique. Au lieu de se pencher sur ce problème, M. Morsi se permet de se balader partout, de discuter avec tout le monde et d'ignorer ce problème. Bon, le tribunal juge et donne son verdict. 21 personnes de Port Saïd allaient être condamnées à mort. La révolte s'est ensuivie. Alors, non, attendez, parce que je veux continuer. Alors, qu'est-ce que fait Morsi dans ce cas-là? Il impose l'état d'urgence dans les 3 villes du canal de Suez. Bon, alors le peuple de ces 3 villes dit non, on n'accepte pas cet état d'urgence. Et à l'heure où l'état d'urgence allait s'imposer, ils descendent dans la rue et ils bloquent les chemins. Et c'est une révolte. Alors, qu'est-ce que fait le président Morsi? Il dit, puisque c'est comme ça, je donne la liberté au gouverneur de ces 3 villes de s'arranger. C'est un président qui n'arrive même pas à prendre une décision. Et c'est contre ça que le peuple égyptien se révolte. Adel Rifat, est-ce que vous considérez que le pacifisme, comme vient de le dire Assia Boutaleb, est dépassé? Alors, est-ce que vous appelez ça une révolte, une insurrection, une révolution? Mais après tout, une révolte peut être aussi faite de violence. Il y a aussi des violences politiques légitimes. Lorsqu'un peuple se soulève face effectivement à une armée répressive, on peut parler de violence insurrectionnelle, de violence légitime. Est-ce que vous considérez donc que le pacifisme, d'une certaine manière, a fait son temps et que les opposants veulent passer à une nouvelle phase, puisque finalement le jeu, on va dire, un peu démocratique, de prise de place, notamment la place Tahrir, est terminée. Et puis une toute petite question, parce que peut-être elle se pose, vous êtes permis de nous poser une question, je pose une petite question de compréhension. Pourquoi avoir choisi ce pseudonyme de Mahmoud Hussein? Il faudrait savoir qu'on explique pourquoi, puisque nous pouvons citer vos noms, d'où vient en fait ce pseudonyme, puisque vous signez tous vos livres depuis au moins Lutte des classes en Égypte en 1969, Paris, aux éditions Maspero, de ce pseudonyme. Ça, on coupe le suspense. Non, ça c'était... notre premier livre a été publié en France chez Maspero en 69. Il a accepté le texte, il ne nous connaissait pas, et il a dit qu'un livre signé par 2 inconnus, ça marchait mal, et que nous n'avions qu'à trouver un pseudonyme pour nous avoir. Ensuite, quand nous avons été connus et qu'on a voulu revenir à nos 2 noms, les éditeurs nous ont dit, mais il n'en est pas question, vous avez une signature, il faut la garder. Bon, enfin, ça c'est... Alors je reviens à l'essentiel. Personne ne peut dire aujourd'hui que la dimension pacifique de la révolution égyptienne est révolue ou terminée. On ne peut pas le dire parce que ça fait partie à la fois du génie égyptien et de la très grande originalité de ce mouvement qui d'ailleurs ne s'arrête pas à l'Égypte. Il y a eu aussi la même chose en Tunisie, il y a eu dans d'autres pays. Donc c'est certain que, à notre connaissance, la plupart des composantes des groupes ou des réseaux qui pensent la révolution n'abandonnent pas cette idée. Maintenant, il y a aussi, au bout de 2 ans, avec, il faut le rappeler, une répression d'une sauvagerie inouïe. Il ne faut pas oublier que durant la première année et demie où les militaires ont gouverné, chaque grande manifestation avait ses dizaines de morts devant les télés. Et quand on en discutait, on essayait de dire, les gens disaient, mais non, c'est des montages télé, etc. C'est un cynisme absolu. Les frères musulmans, durant cette période, au lieu de s'interposer, s'arranger avec l'armée pour trouver le modus vivendi qui allait leur permettre, eux, ensuite, à travers les urnes, de prendre le pouvoir. Bon. Donc, il y a une violence continue, et c'est vrai que il y a eu une manière de supporter cette violence avec un héroïsme extraordinaire.
Mais il y a eu aussi de temps en temps des moments de violence. Là, il semblerait qu'au bout de 2 ans, avec l'exemple de ces Black Blocs, mais avec beaucoup de prudence, qui disent que nous sommes là pour protéger les foules, nous sommes là comme force d'autodéfense pour imposer aussi éventuellement parfois s'il y a trop de désordre, parce qu'il y a énormément d'agents provocateurs qui interviennent, et en toute dernière extrémité, éventuellement lancer un cocktail Molotov. Mais là aussi, c'est des choses qui échappent à l'ensemble des organisateurs. Donc il ne faut pas dire qu'on a dépassé ce niveau. Justement, simplement, les Black la fluidité de la situation. Assia Boutaleb, sur les Black Blocs, justement, c'est quand même il faut expliquer un peu aux auditeurs, parce que c'est de nouveaux acteurs qui ont émergé sur le devant de la scène depuis janvier, qui ont été mis en avant par les médias égyptiens. Ils ont 20 000 fans sur Facebook. On sait peu de choses sur cette organisation qui est inspirée des mouvements anarchistes européens, sinon que l'identité de ses membres est secrète, qu'ils sont cagoulés en noir. C'est vrai que les visages sont masqués. Ils s'attaquent à la police, ils s'attaquent aux vitrines de certains commerces, mais pas aux manifestants. Alors que représentent ces nouveaux acteurs? Que représentent-ils? Il est vraiment très difficile de le dire, et je pense qu'une des dimensions de la grande complexité de la situation égyptienne, c'est qu'on a une pluralité d'acteurs. Si je puis me permettre, juste pour revenir, quand je parlais de pacifisme, un certain nombre de nouveaux acteurs, une certaine partie de ceux qui vont être dans la rue ont décidé de rompre avec le pacifisme. Mais ça ne veut pas dire que tous les acteurs, et encore moins que l'opposition, renoncent au pacifisme, bien au contraire. D'ailleurs, on y viendra, j'imagine, à parler de l'opposition, mais l'opposition est dans un véritable dilemme. Elle n'a pas su quoi faire face à ces mouvements de violence. Est-ce qu'elle les soutient? Est-ce qu'elle les accompagne? Pour l'instant, elle a une position très de mi-chemin, un peu modérée. C'est pour dire que le pacifisme, encore une fois, on est face à une pluralité d'acteurs. Ceci étant dit, il est clair que de la même manière, il y a des déconnexions qui s'opèrent, des déconnexions entre les opposants comme les groupes dont on parlera, qui est le Front du Salut National, ou les partis politiques, et les protestataires. Il y a des déconnexions entre les protestataires et les Black Blocs. La grande question, c'est véritablement ça. Et la grande difficulté à lire la situation égyptienne aujourd'hui, c'est qu'on est face à des acteurs nouveaux, on est face à des acteurs qu'on ne connaît pas, et on est face à des acteurs qui ont des cheminements assez difficiles à comprendre. Alors, il s'agit de la chanteuse et danseuse Sama Alsmari qui propose au public une vidéo pour critiquer plus ouvertement encore que par le passé le président Mohamed Morsi, les frères musulmans et leur bras politique, le Parti de la Liberté et de la Justice. Elle brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Oh, Morsi » en allusion à la promesse du candidat à la présidentielle de Mohamed Morsi d'écouter les femmes et qui aurait besoin de son secours. Sur une autre pancarte, elle écrit « Non à la Constitution » et dans cette chanson, elle dénonce les juges. Ils ont remplacé un juge par un autre, mais ça pue toujours autant. Et à propos de la session marathon de 18h au cours de la nuit pour expédier la rédaction finale de la Constitution, elle dit « En une seule nuit, ils ont achevé leur petite cuisine constitutionnelle ». Tout ça pour introduire maintenant les propos d'un des membres de la coalition du Front du Salut National. Écoutez tout de suite Hamdine Saadi. La question qui se pose, c'est la mauvaise interprétation de la charia islamique et de son utilisation au détriment de la liberté. Actuellement, ces gens qui ont la majorité abusent de l'islam et de la charia. Ils la voient comme un outil restrictif, contrairement à nous.
Ces gens qui utilisent la loi islamique comme un moyen de contrôle des libertés, de discrimination et de haine, ces gens-là sont sur la ligne de front de la vie politique. Ils peuvent utiliser ces articles de la Constitution dans un mauvais sens, au détriment de l'islam, de la charia, des libertés et du peuple égyptien. Bargat Enaldi, vous parliez tout à l'heure justement de ce référendum à propos de la Constitution, référendum passé en force, puisque seulement 30% des électeurs s'étaient déplacés pour voter. Est-ce que ces désordres, ce chaos qu'on observe aujourd'hui en Égypte, est-ce que c'est l'échec de Mohamed Morsi qui depuis en fait l'automne, on le voit bien, a choisi la méthode dure, a choisi de passer en force systématiquement? Absolument. Mais c'est l'échec plutôt des frères musulmans. C'est-à-dire Mohamed Morsi est l'agent des frères musulmans. N'oublions pas que lui, il n'était pas le candidat des frères musulmans. Il y avait un autre candidat. C'était le deuxième choix, oui. Comment? C'était le deuxième choix. Oui, c'était le deuxième. Comme les Égyptiens se moquaient de lui en disant que c'était la roue de secours. Parce qu'en réalité, Khairat al-Shater était le premier choix. Et après, quand il a été disqualifié, on a choisi Mohamed Morsi pour représenter les frères musulmans. Et tout le monde voit en Mohamed Morsi le représentant des frères musulmans. Ce n'est pas un président qui agit indépendamment du parti politique. Nous savons que, par exemple, quelqu'un comme Sarkozy ou comme Hollande est le représentant de son parti. Et il doit tenir compte de ce que le parti veut faire. Mais c'est lui qui décide, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il peut même aller à l'encontre de son parti politique. Mais Mohamed Morsi, les Égyptiens se moquent de lui en disant: vous voyez, quand même il lit un discours, c'est évident qu'il le lit pour la première fois. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais lu avant. On lui a amené un texte, on lui a dit: voilà, à la télévision, tu dis ça. Alors c'est pour ça que je dis que Mohamed Morsi a perdu le respect de son peuple. C'est un problème grave. Quand un président perd le respect de son peuple, le peuple n'a plus envie de suivre, même s'il fait prendre des mesures justes. Elle n'a plus envie de le suivre. Alors il a perdu le respect de son peuple, il a aussi perdu la confiance qu'on pouvait lui accorder sur le plan économique et social, puisque beaucoup aussi, il faut quand même le rappeler, mais on parle de ces jeunes, de ces mouvements extrêmes, comme des Black Blocs, mais qui, au fond, ont des revendications aussi sociales, économiques, en fait. La jeunesse de ce pays, effectivement, est laminée par cette crise politique et sociale. Aucune mesure importante n'a été prise et on a l'impression même qu'une sorte de nouvelle nomenclatura, pour parler comme ça, se met en place en Égypte et que Morsi, d'une certaine manière, incarne. Est-ce qu'il n'y a pas là une grande responsabilité, outre la répression, les problèmes politiques, les problèmes liés effectivement à des textes qui introduisent une conception particulière de la loi coranique dans la Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas un problème économique et social majeur en Égypte aujourd'hui qui explique cette crise que nous vivons? Ça ne fait aucun doute. Je voulais juste, avant de répondre à votre question, faire un rappel, parce que le public en France ne le sait pas nécessairement. Le schéma d'une révolution longue, avec des va, des viens, des hauts, des bas, etc., il n'est pas nouveau en Égypte. La révolution de 1919 a duré 4 ans, avec des mouvements de foule, avec des moments d'une immense protestation pacifique, avec des moments de violence qui allaient et qui revenaient dans le consensus national, et avec cette béance entre la rue, la nation en l'occurrence, et l'occupation britannique, qui a duré 4 ans, avec des moments où on demandait l'impossible. Et finalement, l'Angleterre a reculé, elle a accepté une constitution, etc. Non, avant de vous repasser la parole, je cite juste l'article de Assia Boutaleb dans Les Temps modernes en juin 2011. Elle dit exactement cela. Elle dit au fond, car une révolution ne se résume pas au départ d'un dirigeant, pas plus qu'elle ne s'achève par la dissolution du parti au pouvoir, ou qu'elle ne se réalise en quelques semaines. Bien sûr. Alors, pour en revenir à la question économique, c'est gigantesque les problèmes. Déjà avant. Déjà sous Morsi. Alors, quand on dit que l'équipe militaire n'a fait que retarder les solutions,
n'a fait que préserver surtout ses privilèges. Parce qu'il ne faut pas oublier, peut-être que tout le monde ne le sait pas parmi les auditeurs, que l'armée est une puissance économique. Elle n'est pas seulement la détentrice de la puissance militaire. En quel sens c'est une puissance économique? C'est-à-dire qu'ils ont tout un réseau de plantations, de fabriques, de toute une série de choses, depuis des armes jusqu'aux instruments ménagers. Ils ont des banques, ils ont la manne américaine, en gros 1,5 milliard par année. C'est une puissance économique qui, de surcroît, n'est soumise à aucune loi. Nous avons, nous, des récits de gens qui sont entrés, les conscrits de l'armée, qu'on fait travailler comme dans des camps de travail forcé pour les officiers, pour les trucs. Donc nous avons vraiment un scandale absolu là, qui se cache derrière le fait que, bien sûr, l'institution militaire a son respect et son histoire, mais derrière, il y a des intérêts sordides. Là, il faut savoir qu'au moment où Morsi décide de renvoyer les Tantawi à ses chères études, c'est un accord avec donc Sisi, le nouveau, sous le parapluie américain qui a présidé un peu à tous ces arrangements, et où, de toute façon, si Morsi dirige, ou est censé diriger, l'armée, elle, se réserve tous ses privilèges, et non seulement les privilèges économiques, mais le fait que c'est un domaine qu'on gère sans que la loi civile n'y intervienne. Donc là, c'est un truc déjà énorme. Maintenant, à part ça, il y a une dette énorme, une dette de plusieurs centaines de milliards. Il y a le sentiment que le Front monétaire avec qui on négocie depuis des mois pour avoir ces fameux 4,5 milliards de dollars qui vont, eux, enclencher un peu une mécanique la confiance par rapport à d'autres milieux d'affaires, eh bien, il y a des conditions à ce période que tout le monde cite dans la rue. C'est remettre en question une soixantaine de prix comprimés pour que ce sont des prix de première nécessité, à commencer par le pain, le sucre, l'huile, etc. Et il faudra libéraliser ça. Donc c'est un truc pour le moment dont on ne voit même pas la possibilité de solution. En ajoutant que le tourisme a toujours été un poste essentiel du budget et qu'actuellement il est au point mort. Assia Boutaleb, donc crise économique, malaise politique, les frères musulmans s'étaient pourtant vantés d'avoir dans leur carton une batterie de projets pour réformer le pays en profondeur, pour remettre l'économie sur les rails, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu pensé que la réislamisation merci, de la société allait tout régler, remplacer le programme politique économique, c'est désormais leur échec. Oui, je pense aussi que c'est ce qu'on voit de manière patente, c'est un échec, à ceci près que moi je serais un peu plus nuancée sur l'absence de programme économique. Je pense que les frères ont un programme économique. Les frères musulmans sont des partisans du néolibéralisme sans aucun problème. Le problème, c'est qu'ils savent par contre qu'ils sont dans la pire situation pour appliquer absolument tout ce qu'ils entendent mettre en place. Par exemple, effectivement, les critères et les exigences du Front monétaire international ne leur poseraient aucun problème, si ce n'est qu'on est à 3 mois des élections législatives et couper aujourd'hui les subventions, ça aura un prix électoral. Donc en ce sens-là, ils sont pieds et poings liés par une situation vraiment très difficile. Mais par contre, pour ce qui est de subvenir aux entreprises, pour ce qui est de permettre aux entrepreneurs frères musulmans d'avoir de plus en plus de prérogatives, ça, ils n'ont absolument aucun problème. Quand on voit, par exemple, que un des hommes d'affaires les plus puissants aujourd'hui en Égypte, qui s'appelle Hassan Melek, est un des conseillers du président Morsi ou de la confrérie des frères musulmans, c'est quelqu'un qui a une politique économique et a une politique néolibérale vraiment très claire et très affichée. Quand on parle par exemple de la frérisation de l'État égyptien, il me semble que c'est un double processus. C'est le processus que effectivement les frères musulmans placent des hommes clés à eux par un jeu de négociation à la tête des institutions, mais il y a aussi le fait qu'il y a un court-circuitage de ces institutions par les porte-paroles, par les membres des frères musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très bien et qui va dans le sens du diagnostic fait par M. Al-Nadi, à savoir que Morsi est la marionnette, enfin peut-être que le terme est trop fort, mais que derrière
la critique de Morsi, il y a la critique des frères musulmans qui se fait de plus en plus sentir. Au Caire, le président Mohamed Morsi a appelé à un dialogue national, un dialogue que ses opposants refusent et qualifient de façade. En un mot, nous n'irons pas au dialogue aujourd'hui. Nous allons envoyer un message au peuple égyptien et au président de la République sur ce que nous pensons être essentiel pour ce dialogue. Si Mohamed Morsi est d'accord, nous sommes prêts au dialogue. Dans son discours d'hier, Morsi a démontré qu'il ne comprenait pas ce qui se passe avec son peuple. Les gens sont en train de mourir. Il n'a pas l'air de vivre avec nous. On a le sentiment que notre pays est sous occupation. C'est frustrant. Alors Bargat Enaldi, quel rôle peut réellement jouer l'opposition? La principale coalition de l'opposition, c'est le Front du Salut National. Est-ce qu'elle est vraiment crédible aujourd'hui pour constituer une alternative? Je vais vous dire que l'opposition est une force qui n'a pas encore réussi à avoir la confiance de son peuple. On parlait de Morsi qui a perdu le respect. L'opposition n'a pas encore gagné la confiance. Pourquoi l'opposition n'a pas encore gagné la confiance? Parce que l'opposition est constituée de plusieurs partis politiques et chaque parti a ses exigences. Et elles sont contradictoires quelquefois. Alors l'opposition prend une décision. L'opposition prend une décision. Par exemple pour les élections. Au départ, elle dit nous allons boycotter les élections. Et après, non, je veux dire le référendum. Nous allons boycotter le référendum. Au bout d'un certain temps, l'opposition dit nous allons entrer dans le processus, mais à condition de remplir certaines conditions que nous avons présentées au gouvernement. Et après, au bout d'un certain temps, non, nous allons entrer dans le processus. Nous allons voter et voter non. Bon, alors pour le peuple, avoir une attitude cohérente est nécessaire pour gagner sa confiance. Mais si on change tout le temps d'attitude, ce n'est pas une bonne chose. Prenons un autre exemple, ce qui s'est passé récemment. Il y a eu, comme vous dites, la violence, ce que j'appelle la révolte du peuple égyptien ou des citoyens égyptiens. Al-Azhar appelle à une réunion qui va grouper tous les partis politiques en Égypte, avec Al-Hurriya Al-Adala, les frères musulmans. Et l'opposition accepte. Et va là-bas et dénonce la violence. L'aspect principal de cette réunion, c'était la dénonciation de la violence, ce qui joue dans les mains des frères musulmans. Après, l'opposition sort de cette réunion, elle voit qu'il y a une vraie opposition dans la rue contre cette décision. Alors, elle essaie de sortir de l'impasse en disant « Nous avons accepté, mais nous ne sommes pas d'accord ». Mais ce n'est pas une attitude qui gagne le respect non plus, qui donne au peuple égyptien une certaine confiance dans cette opposition. Alors comment redonner confiance en cette opposition, Adel Rifat? Est-ce que l'opposition doit-elle changer? Et après tout, est-ce que c'est pas la nature même, l'essence même de ces mouvements protestataires d'être, comme on dit, post-léninistes, un peu sans leader, nécessairement charismatique, sans parti structuré? Est-ce qu'il y a quelque chose là à jouer du côté de l'opposition et comment? Ça, c'est un point central. Dès le départ, la plupart des principaux mouvements qui ont commencé la révolution, et je cite notamment le 6 avril, ont été très imprégnés par la spontanéité sur laquelle ils ont eux-mêmes agi dès le départ. Et donc, ils avaient une espèce de sentiment très négatif à l'égard de tout ce qui était parti, programme, dirigeant, bon. Alors, bon, ça marche pendant un certain temps. Et nous avons souvent posé des questions ici ou là. Bon, mais au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il y a bien des textes qui vont sortir, il y a bien des leçons à tirer, il y a bien, en plus, un apprentissage à faire à ceux qui vont venir de plus en plus dans le mouvement pour leur dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce qu'il faut faire. Là, ça a beaucoup pris du retard. L'espèce de culte de la spontanéité n'a commencé que peu à peu à reculer face à l'exigence de cohérence intellectuelle, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier que quand nous parlons des révolutionnaires
Et quand nous parlons de Baradei, Amr Moussa et Hamdine Sabbahi, c'est pas la même chose, même s'il y a des bretelles, il y a des passerelles. Ceux-là, ils ont vécu je parle des révolutionnaires, qui ont vécu dans la rue, et qui sont en contact permanent avec cette exigence constante. Les autres, il faut être quand même indulgent à leur égard. Ils mettent du temps, ils essayent de trouver ils ont déjà échoué à le faire durant les élections. Il ne faut pas oublier que si jamais ils étaient tous unis à l'époque de la présidentielle, Hamdine Sabbah est passé second. Donc là, ils apprennent peu à peu, et n'oublions pas une seule chose, s'il vous plaît. C'est pas la même chose que les frères musulmans, c'est au moins une opposition qui veut et qui a un programme de laïcité qui peut faire sortir l'Égypte déjà de cette sombre histoire. Alors Nicolas, François Hollande a été accueilli en libérateur à Tombouctou et Olivier Roy, qui est spécialiste reconnu de l'islam, conteste avec vigueur la vaine stratégie de la France au Mali dans les pages débat du Monde. N'est-ce pas contradictoire? En apparence, si. Alors c'est vrai que la visite du président français à Tombouctou intervient à un moment proche de la perfection. En 3 semaines, les troupes françaises ont repris Gao et Tombouctou, entraînant la fuite des combattants islamistes. De plus, cette intervention qui a débuté le 11 janvier a trouvé un relatif consensus en France où l'on parle soit de guerre juste, soit de guerre nécessaire. François Hollande triomphe autant d'AQMI que de Nicolas Sarkozy, car il est bon ton en effet de se gausser de la guerre en Libye, qualifiée d'aventuriste, au prétexte qu'elle aurait laissé la Libye dans l'anarchie tribale. Oui, l'intervention en Libye est désignée comme la cause principale du soulèvement du Nord Mali, qui serait dû, lui, au retour des mercenaires touaregs embauchés par Kadhafi. Et pourtant, ce qui se passe en Libye aujourd'hui n'a rien de catastrophique, nous dit Olivier Roy, car les Libyens gèrent plutôt bien leur printemps arabe. Enfin, la question touareg n'est pas une conséquence de la chute du régime de Kadhafi, qui a toujours été considéré comme une nuisance pour ses voisins africains. Mais cela ne fait rien, la guerre du Mali est perçue par tout le monde comme l'antithèse de celle de Libye, parce qu'au Mali, on lutte pour défendre la laïcité, les Lumières et un pays tout entier contre des terroristes islamiques qui imposent la charia. Cette guerre conforte donc le paradigme du choc des civilisations, un paradigme un peu brouillé par le printemps arabe et la guerre en Libye, donc gauche laïque et droite identitaire, ont de bonnes raisons de soutenir en France cette guerre. Mais ce qui se passe sur le terrain est plus compliqué, il faudra autre chose que des clichés, même accompagnés de troupes, pour sortir honorablement du conflit. Alors si la France espère mettre fin à la sanctuarisation d'Al-Qaïda au Maghreb par une occupation d'un territoire, eh bien c'est absurde. C'est ce que nous dit Olivier Roy, car le groupe ira se reconstituer un peu plus loin. Et si le but de la guerre est la destruction de ses troupes, comme dit François Hollande, c'est tout aussi absurde. Vu le faible nombre de combattants qu'ils comprennent, quelques centaines tout au plus, vu le recrutement international, rien de plus facile pour eux que de bouger, de passer les frontières, ou de revenir en jean et sans barbe à Toronto ou bien à Londres. Alors pour lui ôter une grande part de sa puissance, il faut que les forces locales sur place, celles que le mouvement terroriste veut parasiter, n'aient plus aucune bonne raison de les protéger. C'est ce qui n'est pas arrivé en Afghanistan en 2001, quand le Mollah Omar, contre l'avis même de ses conseillers, a refusé d'extrader Ben Laden. C'est par contre ce qui est arrivé en Bosnie et en Irak, où les combattants locaux ont eux-mêmes fini par chasser les djihadistes étrangers. Et c'est ce qui peut arriver au Yémen et même en Syrie. C'est ce qui devrait arriver au Mali si on négocie avec les forces locales. Mais pour cela, nous dit Olivier Roy, il ne faut pas coller l'étiquette terroriste avec qui on ne discute pas à des groupes très différents dans cette tribune qui va faire débat. Alors derrière la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, il faut peut-être avoir une approche plus politique de la situation au Mali. Merci Nicolas, à suivre. Alors dans notre tour du monde, cap ce soir en compagnie de Philippe Ricard, correspondant du Monde à Bruxelles, cap à Strasbourg où François Hollande prononcera le 5 février un discours solennel devant le Parlement européen, un discours devant le Parlement européen qui doit s'atteler au budget de l'Union européenne pour les années 2014 à 2020. Bonsoir Philippe Ricard. Bonsoir. Alors Philippe Ricard, que peut-on attendre de ce discours de François Hollande? On s'attend à ce qu'il réponde au Premier ministre britannique David Cameron qui a promis de tenir après les élections de 2015 un référendum sur le maintien de son pays ou non dans l'Union européenne? C'est une grande première en fait pour François Hollande de venir rendre ce genre de visite au Parlement européen à Strasbourg.
depuis que François Hollande a été élu, hormis les sommets européens qui ont toujours lieu à Bruxelles, le chef de l'État ne s'était pas encore rendu devant l'hémicycle européen. Il n'a pas non plus encore visité la Commission de façon plus solennelle que ça. Donc c'est vrai que son discours est attendu, peut-être moins attendu que celui de David Cameron il y a une dizaine de jours, qui a mis les pieds dans le plat au sujet de l'appartenance de son pays à l'Union européenne. Monsieur Hollande devra sans doute faire un tour d'horizon des grands sujets européens du moment, à commencer effectivement par le discours donc de son homologue britannique voici 10 jours. Il devra aussi afficher ses intentions concernant la négociation à venir cette semaine du budget européen, avec un Conseil européen les 7 et 8 février qui s'annonce extrêmement ardu pour essayer de déboucher sur un compromis sur ces questions budgétaires. Donc il est attendu un petit peu au tournant, François Hollande, sur tous les sujets clés du moment au niveau européen. Je ne pense pas qu'il y ait d'axe particulier. Bien sûr, la France également et son président devront donner quelques informations sur les opérations en cours au Mali. Il y a tout un débat en France sur l'absence d'unité européenne et sur l'isolement de la France dans ses interventions au Mali. C'est un sujet européen également par excellence. Alors Philippe Ricard, les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont déjà échoué en novembre à trouver un accord sur le budget communautaire. Un échec qui pourrait se répéter peut-être cette fois-ci le 7 et le 8 février, puisque la Grande-Bretagne, suivie comme d'autres pays comme la Suède, milite pour une réduction d'ampleur du budget européen et que la France et l'Italie ou la Pologne souhaitent préserver les fonds structurels ou la politique agricole commune. C'est vrai que l'issue du prochain Conseil européen n'est pas du tout acquise. Les choses se présentent peut-être un petit peu moins mal qu'en novembre. Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, a mené des consultations tous azimuts depuis quelques semaines. Les contacts au sommet se sont multipliés. Cet après-midi, aujourd'hui, François Hollande devait rencontrer par exemple Mario Monti, le président du Conseil italien. François Hollande verra aussi Angela Merkel mercredi à Paris pour essayer de rapprocher les points de vue entre la France et l'Allemagne. La dynamique de la négociation est tout à fait particulière. Comme chaque fois qu'on parle de gros sous, effectivement c'est extrêmement ardu. C'est pour ça qu'un échec n'est pas tout à fait sûr en fin de semaine. La dynamique est particulière dans la mesure où cette fois-ci, c'est la crise dans toutes les capitales européennes. Les gouvernements ont multiplié les plans d'austérité et donc David Cameron plaide pour des économies drastiques également sur les dépenses communautaires. Et donc chacun défend ses intérêts traditionnels, défend ses retours, à commencer d'ailleurs par François Hollande, qui lui aussi a emboîté le pas à Nicolas Sarkozy pour défendre les aides agricoles qui bénéficient aux agriculteurs français. Chacun donc est dans cette posture. L'Italie, par exemple, veut obtenir un système qui lui permettrait de contribuer un petit peu moins au budget européen parce qu'elle aussi a engagé des efforts d'austérité tout à fait conséquents chez elle et donc ne veut pas payer pour les autres. C'est un slogan général, on peut dire, entre les capitales. Merci Philippe Ricard. À suivre donc le sommet européen du 7 et du 8 février. Je renvoie bien sûr les auditeurs des retours du dimanche à vos articles sur Le Monde et sur lemonde.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté les retours du dimanche. Bargat El Nadi et Adel Rifat ont publié sous le pseudonyme Marbout Hussein Penser le Coran aux éditions Gallimard en 2011. Quant à la tribune d'Olivier Roy, elle paraîtra dans Le Monde daté mardi. Des retours du dimanche que vous pouvez désormais podcaster également sur le site du monde.fr à la rubrique idées. C'était une émission France Culture Le Monde, produite par Agnès Chauveau et Nicolas Truong. Un grand merci à ceux qui assurent la préparation et la réalisation de cette émission. À la réalisation Vincent Abouchard, à la préparation Avril Ventura. Et pour la technique, Emmanuel Morz.